Bien comprendre, bien définir la notion de dominant design et d'innovation de rupture, c'est le sujet de cette vidéo. Plus précisément, on va se servir de la notion de dominant design pour définir l'innovation de rupture. Commençons par deux premières définitions. D'abord, la définition de l'innovation de soutien, celle qui améliore le dominant design. Un dominant design existe, il est amélioré par des innovations qui le soutiennent, qui le rénovent. D'autre part, des innovations de rupture qui créent ou transforment un dominant design. Rappelons que le dominant design se définit comme l'ensemble des caractéristiques des produits acceptés à un moment donné ou la forme stabilisée de ces produits commune à tous les acteurs du marché. La notion de produit, rappelons-le, doit être entendue au sens très large, objet matériel, service, relation, process, système ou technique. Le dominant design, finalement, c'est l'ensemble des propriétés de ces produits qui font que les parties prenantes les reconnaissent pour ce qu'ils sont. Il y a dominant design quand nous savons identifier, concevoir, fabriquer, distribuer, utiliser, promouvoir des produits. On peut avancer plus précisément encore dans cette définition du dominant design en mettant en avant plusieurs caractéristiques. Le dominant design d'une industrie est défini par l'existence d'une architecture stable des produits. Dire que l'architecture des produits est stabilisée, c'est dire que ce qui constitue un produit, voir l'exemple de cette voiture, ou un service. Par exemple, dans le cas du service, des relations entre le back-office et le front-office, c'est dire que l'architecture stabilisée constitue une propriété de l'offre. Quand l'architecture est stable, on connaît aussi les fonctions, c'est-à-dire ce qui satisfait les besoins des utilisateurs d'un produit. Le dominant design est également défini par l'existence de modèles d'affaires, par l'existence de technologies, de relations commerciales et de performances. Une performance définie, ce peut être la vitesse, la fiabilité, la sécurité, le prix. Autrement dit, on sait dire dans cette industrie ce qui fait la performance, ce qui organise la compétition. Enfin, un dominant design établi, ce sont des connaissances et des compétences nécessaires à l'activité qui sont structurées en grands métiers, en grandes professions. Historiquement, d'ailleurs, au début du capitalisme, l'émergence dans l'industrie des bureaux des méthodes, des bureaux d'études, ont contribué à mobiliser, à structurer des connaissances nouvelles capables d'innover dans les dominant design qui émergeaient au moment de la deuxième révolution industrielle. Alors, on peut poursuivre, préciser encore cette définition du dominant design en la mettant en dynamique, en référence à des travaux extrêmement connus en économie et en gestion de l'innovation qui datent de la fin des années 70, du début des années 80, et qu'on doit aux chercheurs William Abernathy et James Otterbach. En dynamique, Abernathy et Otterbach considèrent qu'il y a d'abord des innovations de produits. Ces produits émergent tout d'abord sous la forme de prototypes, de produits qui ne sont pas encore fiabilisés, pas encore complètement stables. On a vu au Musée des Arts et Métiers des formes hybrides, emblématiques. On peut signaler que plus récemment, une entreprise comme Dyson, qui a mis une quinzaine d'années à lancer sur le marché un nouveau modèle d'aspirateur, a développé pendant cette période plus de 15 000 prototypes. Il y a donc une phase où le dominant design émerge par le prototypage successif de différentes versions du produit ou de versions concurrentes sans qu'aucune d'entre elles ne s'impose. Rappelons qu'au début de l'histoire de l'industrie automobile, en France, à la fin du XIXe siècle, sont en concurrence des centaines d'entreprises qui prototypent des objets roulants très différents avec des moteurs très différents. Puis, une fois que ce dominant design est stabilisé, à l'échelle d'un produit, par exemple quand Dyson obtient un aspirateur sans sac fiable avec des critères de performance qui parlent au marché, la compétition va alors se déplacer vers des innovations de process, c'est-à-dire des innovations qui permettent à la fois de concevoir mais aussi de fabriquer de manière répétée et fiable le produit qui a été développé. Cela permet une réduction des coûts, les fameuses économies d'échelle, mais ce passage à l'innovation de process va aussi éliminer un certain nombre d'acteurs du marché qui ne sont pas précisément en mesure d'investir dans cette phase industrielle, de passer du prototype qui fonctionne à la fabrication massive, à la diffusion. Et c'est progressivement la structuration de ces innovations produits-process et l'élimination d'un certain nombre d'acteurs qui va installer le dominant design
et le marché qui lui est associé, en réduisant les compétiteurs, en stabilisant l'offre. Une fois que le dominant design a émergé et s'est stabilisé, on va dire que les innovations dans le cadre de ce dominant design sont des innovations de soutien, des innovations d'amélioration, des innovations incrémentales. Les économistes parlent de trajectoire technologique ou de contraintes de sentier. Progressivement, l'innovation se développe à l'intérieur d'un sentier qui enferme et structure le développement des améliorations ou des innovations incrémentales. En dominant design établi, on va par exemple faire plus petit, plus léger, moins cher, plus rapide, mais c'est bien à l'intérieur du cadre de ces innovations qui soutiennent le dominant design établi. Il y a des besoins identifiés, il y a un réseau d'acteurs qui sait concevoir, qui sait produire, et on innove dans le cadre des critères de performance identifiés du dominant design. Plus le dominant design s'est établi dans une industrie complexe, par exemple l'industrie automobile que nous avons beaucoup mobilisée, et de surcroît une industrie capitalistique, c'est-à-dire qui mobilise beaucoup de ressources en capital, plus il est rationnel de profiter de ce dominant design installé pour innover en son sein. Ce qui fait que les innovations de soutien vont prédominer sur les innovations de rupture. Un auteur extrêmement connu en gestion de l'innovation a, au milieu des années 1990, élaboré une explication de cet enracinement dans le dominant design. Clayton Christensen a expliqué pourquoi il était difficile et finalement très rationnel pour les entreprises installées en dominant design, donc qui en tirent avantage et qui dominent le marché, d'y rester, de soutenir cette tendance plutôt que de chercher à innover en rupture. Il met en avant plusieurs explications. D'abord, ce sont des entreprises qui ont des clients. Et en particulier, il est rationnel pour elles de servir les intérêts de leurs clients principaux qui demandent des améliorations, qui cherchent à avoir des offres qui améliorent ce qu'ils connaissent déjà. Signalons en passant qu'il est très rare que les clients demandent des innovations de rupture. Il est bien rationnel que les entreprises qui sont capables de répondre à des besoins d'amélioration existants le fassent. Deuxièmement, il y a les routines du succès. Plus une entreprise rencontre le succès, plus elle a besoin de marchés établis pour maintenir son rythme de croissance. Il y a également des arguments qui sont liés à l'épaisseur de l'organisation, à l'insertion dans un réseau. Une entreprise installée en dominant design a un réseau de fournisseurs, un réseau d'acheteurs. L'identité de ses biens, de ses services, de ses produits est connue. Et il est normal que cette organisation contraigne à faire toujours plus que ce que l'on sait déjà faire. L'organisation est calibrée pour une efficacité maximale dans le cadre du dominant design. Il lui est très difficile d'en sortir, de passer à la rupture, parce que cela supposerait de changer l'organisation. Dans ce cadre, Christensen insiste sur le rôle du management intermédiaire qui n'a pas, selon lui, intérêt à prendre des risques, à sortir du dominant design par rapport à une situation d'où il tire des avantages. Enfin, avant-dernier argument pour Christensen, du point de vue du leader installé dans le dominant design, il est normal, avant de passer à la rupture, d'attendre qu'un marché soit mûr. Et donc, il est difficile de lâcher la proie pour l'ombre. Donc, d'abandonner un dominant qui marche. Et dès lors, une entreprise installée a tendance à négliger des petits acteurs, surtout s'ils ne viennent pas de son secteur, mais qui, eux, vont porter la rupture. Prenons un exemple contemporain, actuel. Aujourd'hui, une entreprise comme SpaceX, qui taille des croupières aux acteurs établis de l'industrie aérospatiale, ne vient pas de cette industrie. C'est une entreprise qui a été créée par le fondateur de Tesla, lui-même cofondateur de PayPal, qui n'appartient pas à cette historique, qui arrive dans cette industrie avec des technologies nouvelles, par exemple le lanceur réutilisable, et qui vient rompre le dominant design, qui bouscule fortement les acteurs établis qui ne l'avaient pas vu venir. Enfin, le dernier argument est simple. Quand on est gros, grand et installé, on a peur de l'échec. Et il est rationnel de travailler dans le cadre du dominant design afin d'en tirer parti, de maîtriser ce que l'on contrôle. Finalement, dans cette vidéo, on aura défini la notion de dominant design et on aura aussi expliqué que dans le cadre d'un dominant design élaboré à l'échelle d'une industrie complexe, il est difficile d'en sortir et rationnel d'innover au sein du dominant design, c'est-à-dire de privilégier des innovations de soutien par rapport aux innovations de rupture.